Accident avec un Bigfoot. 1972. Une route sinueuse traverse les montagnes du Montana, balayée par un vent glacial. Dans son pick-up Chevrolet, Robert McCarthy, chauffeur routier, roule en pleine nuit. Il transporte une cargaison de bois vers Spokane, dans l'état voisin. Les routes sont désertes à 7 heures. Juste lui, le ronronnement du moteur, et la lumière blafarde de ses phares éclairant la chaussée. Puis tout bascule. Soudain, au détour d'un virage, une silhouette massive surgit sur la route. Robert n'a pas le temps de réagir. Il appuie sur les freins de toutes ses forces, mais c'est trop tard. L'impact est violent. Un corps colossal heurte le capot du camion dans un fracas assourdissant. Le pare-brise explose sous le choc. Robert perd le contrôle, les pneus crissent, et le camion quitte la route, plongeant dans le fossé. Seul le sifflement du vent résonne dans l'air glacé. Sous le choc, Robert reprend lentement ses esprits. Son front saigne légèrement, mais il est vivant. Il ouvre la porte de son pick-up cabossé et sort prudemment. C'est là qu'il voit ce qu'il a percuté. Allongé sur l'asphalte, une silhouette gigantesque gît sur le sol. Un corps recouvert d'une épaisse fourrure sombre, des bras massifs, des mains énormes aux doigts presque humains. Robert sent son cœur s'emballer. Ce n'est pas un ours. Ce n'est pas un homme non plus. C'est autre chose. Il s'approche lentement, son souffle court. La créature respire encore. Elle est sonnée, mais vivante. Puis ses yeux s'ouvrent. Deux prunelles sombres et profondes, empreintes d'une intelligence troublante, se posent sur Robert. Il recule instinctivement. Mais la bête ne bouge pas. Elle le fixe, comme si elle tentait de comprendre ce qu'il vient de se passer. Un instant étrange s'installe, deux êtres qui ne devraient jamais se rencontrer, face à face, dans la nuit glaciale du Montana. Puis un bruit au loin brise le silence. Un moteur. Robert tourne la tête et aperçoit deux phares approchant rapidement. Une camionnette noire s'arrête en trombe. Trois hommes en uniforme sombre descendent, armés de lampes torches. « Monsieur, reculez immédiatement », ordonne l'un d'eux d'un ton sec. Robert est trop sous le choc pour protester. Il s'éloigne tandis que les hommes s'approchent du corps inerte de la créature. L'un d'eux s'agenouille, vérifie son pouls, puis hoche la tête. Toujours en vie. On l'embarque. Sans plus attendre, ils sortent une civière renforcée et hissent la créature dedans. En moins d'une minute, elle est chargée à l'arrière de leur camionnette. Robert, toujours sous le choc, demande enfin. Qu'est-ce que c'était? L'un des hommes le fixe un instant, puis s'approche lentement. Écoutez-moi bien, monsieur McCarthy. Ce que vous avez vu ce soir, vous ne l'avez pas vu. Le ton est glacial. Sans un mot de plus, il tend à Robert un papier officiel, un formulaire de confidentialité du gouvernement. Signez ça et rentrez chez vous. Robert hésite. Mais il comprend qu'il n'a pas le choix. Il signe. Au matin, Robert retourne sur le lieu de l'accident. Il n'y a plus rien. Aucune trace de freinage. Aucune tache de sang. Pas même un poil. Comme si rien ne s'était jamais produit. Mais une chose lui confirme que ce n'était pas un rêve. Son pare-brise est encore brisé, et son capot porte une énorme bosse, bien réelle. Pendant des années, Robert a gardé le silence. Mais une nuit, dans un bar du Montana, après quelques verres, il s'est confié à un ami de confiance. Ils savent. Ils les capturent. Ils les étudient. Mais ils ne veulent pas que le public sache. Quelques semaines plus tard, Robert disparaît mystérieusement. Certains disent qu'il a quitté l'État. D'autres pensent qu'on l'a fait taire. Quoi qu'il en soit, son histoire est restée un secret. Jusqu'à aujourd'hui. Combien d'autres rencontres comme celle-ci ont été effacées de l'histoire? Où a été emmenée la créature? Et surtout, qu'est-elle devenue? Un Bigfoot électrocuté. 1955. Nous sommes en plein cœur de l'État de Washington, dans une région reculée bordant la forêt de Gifford Pinchot. L'air est lourd, chargé d'humidité, et le ciel est couvert de nuages sombres. Joe Carter, un éleveur de bétail, termine sa journée. Comme chaque soir,
il fait un dernier tour de sa propriété, s'assurant que ses clôtures électriques sont bien en place. Il possède un terrain vaste, bordé par une forêt dense qui semble ne jamais finir. Mais ce soir-là, quelque chose est différent. Au loin, un grondement sourd annonce l'arrivée d'un orage. Les éclairs zèbrent le ciel, illuminant les collines et projetant des ombres étranges sur le paysage. Joe n'y prête pas attention. Il connaît cette terre comme sa poche. Il s'apprête à rentrer lorsqu'un bruit inhabituel attire son regard vers la lisière des bois. Quelque chose bouge là-bas. Il plisse les yeux et aperçoit une silhouette massive qui s'approche lentement de la clôture électrifiée. Joe croit d'abord à un ours. Mais plus il observe, plus il réalise que ce n'est pas un ours. La chose est immense. Elle se tient sur deux jambes, avec des épaules larges et un torse puissant. Sa fourrure est épaisse, sombre, et semble mouillée par l'humidité ambiante. Mais ce qui le fiche sur place, c'est la forme de sa tête. Elle est trop humaine. Joe sent son cœur battre plus vite. Il reste caché derrière son vieux pick-up, observant en silence. La créature avance prudemment, tendant une main énorme vers la clôture. Joe sait que le fil électrifié est puissant. Conçu pour empêcher les prédateurs de s'attaquer à son bétail, il envoie des décharges capables de faire reculer un taureau. Mais la créature n'en semble pas consciente. Ses longs doigts s'enroulent lentement autour du fil barbelé. Puis tout bascule. Un éclair frappe quelque part non loin, illuminant la scène dans un flash aveuglant. Au même instant, la créature touche la clôture. Un crépitement assourdissant résonne dans l'air. L'odeur de chair brûlée envahit les narines de Joe alors que la bête pousse un hurlement inhumain, un mélange de douleur et de rage. Elle s'effondre au sol, son corps secoué de convulsions. Ses membres tremblent sous l'effet du choc électrique. Joe, paralysé par la peur, reste immobile plusieurs secondes. Il s'attend à voir la créature se relever et s'enfuir, mais elle ne bouge plus. Elle est là, étendue sur l'herbe humide, fumante sous la pluie fine qui commence à tomber. Joe hésite. Tout son instinct lui hurle de fuir, de ne pas s'approcher. Mais sa curiosité est plus forte. Lentement, il s'avance, son fusil serré dans ses mains tremblantes. Chaque pas sur le sol détrempé semble résonner dans le silence pesant qui s'est installé. Arrivé à quelques mètres, il s'arrête. Même immobile, la créature est terrifiante. Elle mesure bien plus de 2 mètres. Son torse massif se soulève faiblement, preuve qu'elle est encore en vie. Son visage, Joe n'a jamais rien vu de tel. Un mélange étrange entre un primate et un homme, avec des traits marqués, une mâchoire puissante et des yeux à demi ouverts qui semblent presque conscients. Puis soudain, la créature bouge. Joe recule précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Mais au lieu d'attaquer, elle tourne lentement la tête vers lui. Le regard qu'elle lui lance est glaçant. Ce n'est pas un regard animal. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de profond. Comme si cette chose comprenait. Puis sans prévenir, elle pousse un gémissement bas et rauque, se redresse péniblement, et d'un geste maladroit, se traîne vers la forêt. Joe sous le choc, ne bouge pas. Il regarde la bête disparaître lentement entre les arbres, laissant derrière elle une odeur de brûlé et une touffe de poils arrachés à la clôture. Le lendemain matin, Joe retourne sur place avec un ami, bien décidé à prouver qu'il n'a pas rêvé. Il retrouve la clôture endommagée, des marques de brûlure sur l'herbe, mais aucune trace de la créature. Tout ce qu'il reste, ce sont ses poils accrochés au fil électrifié. Intrigué, il les récolte et décide de les envoyer à un ami biologiste en ville. Quelques jours plus tard, la réponse tombe. Je ne sais pas ce que c'est Joe. Ce n'est ni de l'ours, ni du loup, ni d'aucune espèce connue dans la région. C'est trop dense, trop rugueux. Ça ressemble à des cheveux humains, mais avec une structure étrange. Joe ne saura jamais ce qu'il a réellement vu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, cette créature n'était pas un simple animal. Et elle est toujours là, quelque part, cachée dans les profondeurs de la forêt de Washington. Pendant des années, Joe a raconté son histoire aux habitués du bar du coin. Certains le croyaient, d'autres le prenaient pour un fou. Mais une chose étrange s'est produite quelques mois après son témoignage.
2 hommes en costume sombre sont venus le voir. Monsieur Carter, nous avons entendu parler de votre rencontre. Pour votre propre bien, nous vous conseillons de ne plus en parler. Joe a essayé d'obtenir des réponses, mais les hommes sont restés impassibles. Après leur visite, il a remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Les touffes de poils qu'il avait conservées avaient disparu de sa remise, sans aucune trace d'effraction. Depuis ce jour, il n'a plus jamais raconté son histoire, sauf à ceux en qui il avait une confiance absolue. Et si le Bigfoot était bien plus qu'une simple légende? Pourquoi ces rencontres sont-elles toujours entourées de mystères et d'intimidation? Et surtout, qu'est-il arrivé à cette créature après cette nuit d'orage? L'appel radio hanté. Parc national de Yellowstone, 1995. Le ranger Daniel Whitaker est de garde pour son habituel tour de nuit. Son job? Surveiller les feux de camp, s'assurer que personne ne braconne, et répondre aux signalements des visiteurs en détresse. Mais cette nuit-là, il y a peu de monde dans le parc. L'été est terminé, et la plupart des campeurs sont rentrés chez eux. Seuls quelques randonneurs téméraires passent encore la nuit sous les étoiles. Tout est calme, trop calme. Jusqu'à l'appel radio. Vers 2h37 du matin, une interférence étrange perturbe la radio du poste de surveillance. Puis un message grésillant émerge du brouillard électromagnétique. À l'aide? Il me regarde. Daniel fronce les sourcils. La voix est tremblante, presque mécanique, comme si elle passait par un vieux magnétophone. Il attrape immédiatement le micro et répond. Ici le poste de surveillance de Yellowstone. Quel est votre emplacement? Silence. Puis, après quelques secondes, je suis près du vieux sentier du lac Shadow. Il est là. Il ne bouge pas. Puis un bruit. Un grondement sourd, suivi d'un cri, pas humain. Puis plus rien. Silence radio. Daniel n'hésite pas une seconde. Il attrape sa lampe torche, saute dans son 4x4, et fonce vers le sentier du lac Shadow, un endroit reculé, rarement fréquenté. Lorsqu'il arrive, il coupe le moteur. Le silence est étouffant. Il descend prudemment du véhicule et écoute. Le vent siffle doucement dans les arbres. Pas un bruit d'oiseau, pas un bruissement de feuilles. Puis en balayant la zone avec sa lampe torche, il voit quelque chose. Sur le sol meuble, juste au bord du sentier, il y a des empreintes. Des empreintes massives, bipèdes, bien trop grandes pour appartenir à un homme. Elles mènent jusqu'au lac avant de disparaître brusquement. Comme si quelque chose était sorti de l'eau, puis y était retourné. Mais aucune trace humaine. Aucune chaussure. Rien. Daniel se fige. Puis sa radio crachote à nouveau. Trop tard. Il m'a vu. La voix. C'est la sienne. Daniel blêmit. C'est sa propre voix, mais il n'a jamais dit ça. Puis un bruit sourd résonne derrière lui. Il se retourne violemment et braque sa lampe torche dans l'obscurité. Quelque chose se tient là, à la lisière des arbres. 2 yeux jaunes brillent dans la pénombre. Une silhouette gigantesque, couverte d'une fourrure sombre, se tient immobile, juste hors de portée de la lumière. Elle ne bouge pas. Elle m'observe. Puis dans un mouvement fluide, elle recule lentement dans l'ombre. Et disparaît. Daniel ne dort pas cette nuit-là. Le lendemain matin, il retourne sur les lieux avec d'autres rangers. Les empreintes? Le signalement radio? Tout ça a certainement été effacé, il n'y a plus rien. Aucune trace de l'appel? Aucune preuve? Rien. Comme si rien ne s'était jamais produit. Les jours passent, mais l'incident hante Daniel. Puis il découvre quelque chose d'encore plus étrange. En 1985, un autre rangeur avait mystérieusement disparu sur ce même sentier. Son dernier message radio? Il me regarde. Le même message, 10 ans plus tôt. Depuis cette nuit, Daniel n'a plus jamais mis les pieds près du lac Shadow. Et personne ne sait ce qui se cache dans les bois. Qu'était cette créature? Un être spectral capable d'imiter les voix humaines? Un avertissement du passé?
ou un piège tendu par quelque chose qui chasse dans l'obscurité? L'hôpital et la créature inconnue. L'histoire commence en 1977, quelque part dans le sud de la Floride, sur une route isolée bordant les marécages des Everglades. Tom Willis, un ambulancier expérimenté, est de garde cette nuit-là. Il a déjà presque tout vu, des accidents de voiture, des bagarres qui tournent mal, des noyades tragiques, mais ce qu'il va vivre au cours de cette nuit va le hanter jusqu'à la fin de sa vie. À l'arrière de son ambulance, son collègue Jerry fume une cigarette, appuyé contre la portière. Tout est calme. Pas d'appels urgents. Juste le bruit des insectes et l'air lourd du sud des États-Unis. Puis la radio grésille. Accident grave sur la route 41, à environ 15 km de votre position. Véhicule impliqué, potentielle victime au sol, allez voir immédiatement. Tom hoche la tête, avale son café encore chaud et démarre. En quelques minutes, l'ambulance atteint la zone de l'accident. Les phares balaient l'obscurité et illuminent une scène chaotique, une vieille Chevrolet avec le capot enfoncé, ses phares vacillants et des débris éparpillés sur l'asphalte. Mais ce qui attire immédiatement leur attention, c'est la masse sombre étendue sur le bitume. Tom descend, suivi de Jerry. D'abord, il pense à un ours. La créature est immense, recouverte d'une fourrure sombre et épaisse. Mais en s'approchant, un frisson leur parcourt l'échine. Ce n'est pas un ours. Allongé sur le dos, cette chose a des traits humanoïdes, un torse puissant, de longs bras, des mains immenses aux doigts épais. Son visage ressemble à un croisement entre un primate et un être humain, mais il est déformé, étrange, presque douloureux à regarder. Puis la créature a bougé. Un râle guttural s'échappe de sa gorge. « Putain, Tom, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» chuchote Jerry, la voix tremblante. Mais il n'y a pas de temps pour les questions. La créature est blessée. Profondément. Son abdomen est couvert de sang, et son souffle est irrégulier. Malgré la peur, l'adrénaline prend le dessus. Tom et Jerry installent la chose sur une civière et la chargent dans l'ambulance. Le conducteur de la Chevrolet, un homme encore sous le choc, répète en boucle. Il est sorti de nulle part. Il a traversé la route. J'ai pas eu le temps de freiner. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tom n'écoute plus. Ils savent qu'ils doivent rouler vite. Le trajet est surréaliste. À chaque virage, Tom jette un coup d'œil dans le rétroviseur. À l'arrière, Jerry tente de stabiliser la créature. Tom, cette chose essaie de parler. Tom n'a pas envie d'écouter. Il accélère. À leur arrivée à l'hôpital, ils préviennent les urgences, mais sans donner de détails. Les médecins s'attendent à un accident classique. Pourtant, dès qu'ils ouvrent les portes de l'ambulance, une onde de choc parcourt l'équipe médicale. Silence total. Un infirmier recule. Une jeune doctoresse lâche son stylo. La créature est toujours en vie. Sans perdre de temps, un brancard est amené et la chose est transportée vers une salle d'examen. Tom et Jerry suivent machinalement. Mais alors qu'ils s'apprêtent à entrer, une main ferme se pose sur leur torse. Vous restez ici. Un médecin plus âgé, accompagné d'un homme en costume sombre, les fixe avec gravité. Les portes battantes se referment sous leurs yeux. Tom et Jerry échangent un regard inquiet. Ils patientent. Longtemps. Trop longtemps. Mais au bout d'une heure, ils comprennent que quelque chose ne va pas. Plusieurs hommes entrent et sortent de la salle d'opération. Certains portent des blouses blanches, d'autres sont habillés en noir, sans badge ni identification. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. Finalement, un des hommes en noir s'approche. Son visage est inexpressif, presque mécanique. L'incident de ce soir n'a jamais eu lieu. Oubliez ce que vous avez vu. Tom tente de protester, mais l'homme le coupe net. Nous savons où vous vivez. Nous savons où vivent vos familles. Le message est clair. Un médecin passe en coup de vent, évitant leur regard. Jerry l'interpelle. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pas de réponse. Le lendemain matin, Tom revient à l'hôpital sous prétexte de récupérer un rapport.
Mais lorsqu'il demande des informations sur l'incident de la veille, personne ne semble s'en souvenir. Vous êtes sûr que c'était ici? Lui demande la réceptionniste, un sourcil levé. Aucune trace dans les registres. Aucune note sur le patient. Quant au conducteur de la Chevrolet, il a disparu. Son véhicule a été remorqué, et aucune mention de son nom n'apparaît dans les fichiers de la police. Tout a été effacé. Tom n'a jamais reparlé de cette nuit-là. Jerry non plus. Mais des années plus tard, dans un bar désert, après quelques verres, il laisse échapper une phrase étrange. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'on nous cache bien plus de choses que ce qu'on imagine. Puis il se tait, et regarde autour de lui, comme s'il s'assurait qu'aucune oreille indiscrète ne les écoutait. Qu'est-il arrivé à cette créature? Était-ce un Bigfoot? Un être venu d'ailleurs? Une expérience génétique qui a mal tourné? Personne ne le saura jamais, car officiellement, cette nuit-là n'a jamais existé. Cette histoire, bien que rarement racontée, alimente les théories du complot sur l'implication du gouvernement dans le secret autour du Bigfoot. Combien d'autres incidents similaires ont été effacés des archives? Et si la vérité était bien plus terrifiante que nous l'imaginons?